L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 impose aux personnes auditionnées de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous voulez bien vous lever, lever la main droite et dire « je le jure ». Bonsoir, merci d'être ici, merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que ça ne doit pas être tout à fait évident de prendre la parole dans un contexte aussi dur que le vôtre, aussi dur que celui que votre famille est en train de vivre actuellement. En ce qui concerne votre frère, on l'a vu, votre famille, elle a réagi très vite, elle a réagi très dignement, et elle a réagi aussi notamment en soulignant le fait que le cas de Théo, c'est un problème qui n'engage pas seulement Théo, ni même votre propre famille, mais qui engage l'ensemble de la société française et dans la manière qu'elle a de fonctionner. Il se trouve que les faits vous donnent raison, puisqu'on voit bien que l'indignation que cette histoire a suscité à travers la France, comment est-ce que vous vivez que le cas de votre frère soit devenu un symbole aujourd'hui pour la France entière? En fait, déjà, concernant notre réaction à nous, au départ, elle n'est pas calculée. On réagit par rapport à ce qu'on a, nous, comme capital valeur, on va dire. On est tous, une grande fratrie, on est 8. On a des codes et des valeurs que nos parents nous ont transmis. Donc on travaille aussi. Donc dans notre travail, on est amené à travailler avec des jeunes, intervenir auprès de gens. Ce qui fait qu'à un moment donné, notre réaction, elle est réfléchie par rapport à ça, elle est aiguillée par rapport à nos valeurs et nos apprentissages. On est dans le social. Donc à savoir, déjà à chaud, on a notre frère qui a un problème. On doit réfléchir au fait de le médiatiser ou pas, de l'exposer ou pas. Donc on est plusieurs, on n'est pas forcément tous d'accord, mais on se dit qu'on est petit et que c'est une grosse machine qui est en face de nous. Seul, on ne pourra pas y arriver. Donc c'est une décision qui se prend assez rapidement dans la douleur. Parce que c'est mettre à nu mon frère, c'est notre dernier petit frère, donc c'est notre petit protégé au final. Et on se décide très vite, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas ce qui va arriver derrière. Tout ce qu'on sait, c'est une protection pour que ça ne passe pas inaperçu. Nous, on a un discours qui est plutôt attention, il faut réfléchir, parce qu'on travaille dans le social, comme je l'ai précisé. Donc c'est toujours un discours qui est réfléchi, auquel on croit. Hein. C'est un discours auquel on croit, sinon ça n'a pas de sens. Et à ce moment-là, on a plusieurs violences qui viennent à nous. Les images qu'on reçoit, de savoir que c'est mon petit frère et qui n'est pas dans des histoires, mais j'aime pas dire ça parce que ça veut dire que certaines personnes ont le droit d'avoir ce type de comportement. Et ça, je le condamne complètement. Il faut que chacun soit responsable de ses actes. C'est ceux qui ont fait ça qui doivent être condamnés. Nous, on sait être responsable, on sait reconnaître nos erreurs, on les nomme, on les condamne, et c'est là que le travail commence à se construire. Donc la réaction qu'on a eue avec ma famille, pour moi, elle est normale, dans la mesure où c'est pas le corps, c'est pas les policiers qu'on voit. Certes, c'est un homme qui porte un uniforme, parce que tous, on peut avoir des professeurs, on peut être médecin, etc. On reste avant tout des hommes, faillibles. Mais il y a des fautes qui sont acceptables, d'autres qui ne le sont pas. Moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre qu'une personne qui est représentant de la loi puisse arriver à s'abaisser à un tel niveau. En fait, qu'est-ce qu'il voulait, en fait, vis-à-vis de mon frère? Parce que là, en l'occurrence, c'est mon frère, ça aurait pu être une autre personne. Mais c'était quoi son but, en fait? Parce que l'uniforme, on le respecte, ok, tant que la personne qui le porte le respecte. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, c'était quoi, en fait, le but? Donc, la réaction qu'on a eue, pour nous, elle était simple, elle était naturelle, parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Certes, on vient des quartiers, des cités, appelez ça comme vous voulez. Il y a aussi des valeurs qu'on a, même si ce n'est pas ce qu'on retient dès le départ. On a des codes, on a des respects. C'est pour ça que d'ailleurs, l'appel est entendu. Parce qu'on se comprend à un moment donné et on sait comment se parler. Si on sait comment parler à une personne, ben forcément qu'on aurait une réponse. Si on ne parle pas la même langue, on ne va pas se comprendre. Donc très clairement, à chaud, quand on nous demande ça, c'est bien pour dire, excusez-nous, notre débat n'est pas là. Le débat, il est sur ce qui s'est passé entre cet homme et mon frère, tout simplement. Donc voilà pour répondre à votre question. Charlène, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet ou...
Je trouve qu'elle a très bien, regroupé notre pensée. Comme elle a pu vous le dire, on est une fratrie très soudée. Que quand on mène des actions parce que nous sommes des aînés, on doit réfléchir. On réfléchit toujours aux conséquences. On essaye d'anticiper au maximum de façon à protéger Théo. Nous, c'est vraiment notre objectif aujourd'hui. On essaye du mieux qu'on peut, avec tout ce qu'on peut, en tout cas, on peut faire pour protéger Théo. Voilà. Est-ce que vous avez pu obtenir des soutiens, qu'ils soient militants, ou politiques, ou autres, ou associatifs On a obtenu énormément de soutien de l'opinion, des célébrités, des associations. Ça nous fait chaud au cœur, énormément, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à un tel engouement, pour le coup. Comme on l'a fait, et comme Éléonore l'a très bien dit, nous, c'était vraiment dans le but comment dire ça, c'est pas d'extérioriser, mais en tout cas de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. Et pour le coup, pour Théo, on a vu toutes ces personnes réagir, je dirais même la France entière réagir. Ça nous a rendus encore plus forts et ça nous a donné envie d'aller encore plus loin. Donc, on veut qu'il y ait justice pour Théo, tout simplement. Voilà, donc ces soutiens-là nous font énormément de bien. Et quant à Théo, dans quel état aujourd'hui? Est-ce que son état s'améliore? Est-ce qu'on a des nouvelles En fait, pour répondre à cette question, je dirais qu'il est un peu trop tôt pour le dire. Là, Théo, il est encore, la blessure, elle est encore à vivre. C'est-à-dire qu'on est là, c'est arrivé il y a à peine une semaine, à peine quelques jours. Donc, même nous, on ne réalise pas complètement ce qu'il y a eu. Il est là, à chaque fois, on l'a dit et redit. Il est fort parce que Théo, c'est le petit dernier, mais bizarrement, il porte quand même la charge de la famille. C'est lui qui prend la température, qui donne la température. Donc, face à nous, il veut qu'on soit fort. Et donc, il fait bonne figure. Bon, c'est pertinemment que s'il ne dort pas la nuit, il y a des raisons. Il y a des raisons. Et nous aussi, on se doit d'être forts. Et d'ailleurs, on a même demandé à la famille, quand on va voir Théo, de ne pas pleurer devant lui. Il a clairement formulé qu'il ne voulait pas de personnes qui rentrent en pleurant. Parce que c'est sa façon à lui de cicatriser. C'est encore trop tôt pour le dire. Donc Théo, là, plus les jours passent, plus c'est la réalité qui apparaît. Et plus nous, on va devoir être forts. Et plus lui aussi va devoir puiser en nous. Donc c'est pour vous donner un mot, pour vous dire dans quel état il est, c'est pas possible. Juste que Théo, il doit aller bien. À chaque fois, je dis il doit parce qu'on ne lui laisse pas le choix. De toute façon, comme nous, on ne se laisse pas le choix. Mais au niveau des mobilisations, vous avez vu qu'il y a énormément de mobilisations qui ont eu lieu. Il y a des manifestations qui s'organisent un peu partout pour votre frère. De quel œil vous regardez ces mobilisations et qu'est-ce que vous en attendez, s'il y a quelque chose à en attendre? De quel œil on regarde ces mobilisations? Encore une fois, nous, on est de notre petite fenêtre impressionnés du nombre de soutiens. On essaye de... c'est vrai que ça nous tord un peu l'estomac parce qu'on a les larmes aux yeux. On se rend compte que notre combat, on n'est pas seul à le mener. Et pour le coup, comme je vais un peu me répéter, mais c'est une motivation. Après, comme on a pu le dire à plusieurs reprises, on ne combat pas la violence par la violence. C'est qu'à un moment donné, on est arrivé dans notre société à un manque de communication entre si je puis dire, le bas peuple, c'est le cas de le dire, et l'État. Et aujourd'hui, il est important de tout remettre sur table, poser tout sur la table et d'avoir des réelles réponses, de trouver les solutions à ce problème. Tout problème a sa solution pour moi. C'est ce qui nous chagrine un peu, c'est le cas de le dire, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on veut que les choses se fassent, mais de manière intelligente. On essaye, c'est ce qu'on nous a inculqué, c'est comme ça qu'on fonctionne. On veut vraiment régler les choses de manière intelligente. Les rassemblements, c'est magnifique, ça nous fait extrêmement plaisir. Par contre, là où, pour le coup, ça fausse tout et ça fausse la donne, et du coup, on retient que ça, c'est les débordements.
Et finalement, les personnes qui ont organisé ces événements pour dénoncer quelque chose, tout est gâché à cause, et on le voit dans les infos aujourd'hui, à cause des débordements. Alors que l'objectif n'était pas là. Voilà. Moi, juste une chose que je voulais rajouter, parce que ces rassemblements qui ont lieu, c'est pour Théo certainement, mais des personnes qui viennent nous voir qu'on ne connaît même pas, qui viennent manifester leur soutien, moi, ce que je comprends, c'est que plusieurs personnes ont mal. Il y a différents mots, et certains se reconnaissent par ces mots au travers de l'histoire de Théo. Donc nous, sans forcément, en exposant Théo, on ne pensait pas qu'il y avait autant de monde, qu'il y avait autant de maladies, autant de mots, et de les entendre en fait venir les dire auprès de nous, comme si on était porte-parole de ça. On n'est pas forcément prêt pour ça, mais on entend, on comprend. Chacun l'exprime peut-être différemment. Nous, le choix, nous, on a pris la voie de faire confiance. On a choisi de faire confiance à la justice. À tort ou à raison, on le saura dès que ce sera fait. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut constater, simplement qu'il y a beaucoup de monde avec différents mots. Et je me dis, peut-être qu'on ne se rendait pas compte à l'époque, c'était aussi vaste, mais c'est surtout ça que moi j'ai comme constat. On peut être fort à plusieurs. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on attend pour pour apporter des solutions? Si autant de monde a des souffrances, des douleurs, il y a des gens qui sont là pour écouter et apporter des réponses. Pourquoi on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse s'entendre? Peut-être parler la même langue, ce serait peut-être déjà bien pour commencer. Voilà. Merci. Alors justement, vous savez qu'il y a une grande marche qui s'organise le 19 mars prochain et qui vise précisément à lutter contre les violences policières et contre l'humiliation. Alors, toutes ces personnes sont signataires. Amal fait partie est à l'initiative de l'appel de cette marche. Moi, ma question à Amal ou à Omar ou à Nassirat d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'il faut attendre précisément de cette marche dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire dans le contexte des présidentielles? C'est peut-être pas ça, le contexte. Peut-être qu'il faut parvenir à justement ne pas se laisser dicter un agenda par les présidentielles. L'actualité, c'est celle que mesdames viennent de décrire, c'est-à-dire la découverte d'un monde vaste dans lequel il y a des personnes qui souffrent, qui ont subi la même chose, qui se sont peut-être tues parce que c'était trop honteux, trop douloureux, trop difficile de le dire, et peut-être qu'en face, il n'y avait pas une police qui était accueillante pour recevoir ces plaintes, dans la mesure où, souvent, on le sait maintenant, ce sont des pratiques policières. Je crois que c'est ça qui doit dicter l'esprit de la marche, cette volonté d'obtenir justice et de pouvoir conserver sa dignité envers et contre tout, et de ne pas se la voir arrachée comme ça au hasard d'un contrôle au faciès ou de ce que l'on peut faire lorsque l'on vit dans son quartier ou lorsqu'on décide d'avoir le droit d'aller ailleurs que dans son quartier. C'est ça qui doit dicter en fait un esprit à la fois de solidarité, de convergence, de prise de conscience de la réalité, des violences qui sont devenues complètement banales et ordinaires dans les quartiers et qui se font dans la plus grande impunité, comme si, en fait, il y avait comme une sorte de punition qui devait être imposée à ces jeunes hommes. Mais ils sont coupables de quoi? De quoi parle-t-on? Moi, il me semble que plutôt que de toujours voir les choses à l'aune d'une société majoritaire qui a décidé que le grand événement de 2017, c'était les élections présidentielles, le grand événement, ce serait de dire, mais ça y est, ce que vous appeliez le bas peuple a décidé de faire entendre sa voix, d'imposer son point de vue, de faire entendre le fait qu'il ne veut plus accepter ce type de pratique et qu'il considère que la justice doit être rendue, puisque le droit est là pour que, effectivement, ces débordements, pour reprendre le mot, parce que les débordements, ils sont aussi de ce côté-là, ou ces pratiques qui sont complètement banalisées, ne puissent plus s'exercer, et qui est enfin un rappel à la réalité qu'il s'agit de gens qui sont parfaitement dignes. Cette jeunesse n'a pas à être le bouc émissaire et une espèce d'espace sur lequel on peut se défouler pour toute une série de raisons qui sont refoulées aussi. Hein. S'il y a défoulement, c'est parce qu'il y a refoulement, des questions coloniales, des questions d'oppression, des questions de chômage structurel, du fait que ce sont dans ces quartiers-là aussi qu'on surexploite et qu'on utilise cette jeunesse pour
pour la contraindre à être dans une forme d'économie et de vie matérielle qu'elle n'a pas choisie. Si à un moment donné, il n'y a pas possibilité de faire entendre le langage des personnes qui sont directement affectées, heurtées, meurtries par ce qui est en train de se passer, effectivement, il y aura des actions qui consisteront à récupérer cette cause-là, comme ça s'est déjà fait par le passé. Et c'est exactement ce qu'il faut parvenir à éviter cette fois-ci. Omar ? Oui, sur notre agenda, sur notre calendrier, il faut bien comprendre qu'on n'est pas maître de tout dans cette affaire-là. Si le 19 mars, il y a une marche, c'est parce qu'on nous contraint à marcher et à donner de la visibilité aux familles, aux victimes des violences policières, au fait qu'il y a des statuts différents selon sa couleur de peau dans ce pays-là, selon sa religion. Et donc ce 19 mars-là, il s'impose dans le calendrier parce qu'il s'impose dans notre chair, il s'impose dans notre corps. Vous avez raison de dire que ça touche bien au-delà de Théo et ça touche les âmes dans leur corps. On a vu tous ici autour de nous des gens essuyer leurs larmes que vous ne connaissez pas, y compris jusqu'en Espagne dont je reviens, parce que ces affaires-là sont devenues internationales, parce que c'est des atteintes à la dignité humaine. Derrière l'affaire de Théo, c'est chacun et chacune qui s'est écroulé, effondré sur soi-même. Ce sont des souffrances personnelles qui se sont exprimées. Mais à un moment donné, comme elles se répètent, comme ce n'est pas la première affaire, comme ça fait plus de 30 ans qu'en France, on meurt dans les quartiers populaires, où on est violenté, on est atteint dans notre dignité, parce que ce n'est pas que des cas individuels. Je comprends que dans votre famille, c'est la première fois et c'est énorme. Mais il faut bien comprendre que ça existait dans d'autres familles de violences policières. Et voilà pourquoi on doit essayer de comprendre comment ça marche. Politiser au sens noble du terme. Quels sont les mécanismes? Comment ça fonctionne dans ce pays-là? Comment une police qui vote à 70% Front National peut arriver dans les quartiers populaires et faire les cow-boys et faire des touchés rectaux qui sont déjà en soi une violence, mais là, pour le coup, avec cette matraque, atteindre dans la chair même l'individu et le défaire de sa propre personne. Et c'est pour ça, j'entends, et je le dis en tant que militant, et militant aussi pour l'affaire Aliziri Larmo, qui est mort suite 69 ans, qui a été tué par la police. Les familles ne peuvent qu'appeler au calme parce qu'on leur demande comment peuvent-elles maîtresses de tout ce qui se passe autour d'eux. Déjà, vous êtes chargés d'une émotion et de douleur très forte. Alors ces appels au calme, on peut les entendre de là d'où vous êtes. Mais de la même manière, il faut pouvoir entendre ces fameux débordements parce que ça renvoie à des douleurs profondes. C'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est que si on ne fait pas de bruit, si on ne met pas de la visibilité, notre colère, et j'entends bien que vous n'êtes pas responsable de ça, mais il faut entendre en retour ces douleurs profondes dans ces quartiers-là, des frères et des sœurs, des amis, qui n'en peuvent plus de cette police qui vient et qui, avec une telle arrogance, méprise l'être humain dans ce qu'il est fondamentalement. Et donc ces débordements, comme vous dites, et j'entends ce que ça peut vouloir dire, des vitres cassées, des bagnoles qui brûlent, j'entends bien tout ça. Mais c'est le résultat de ce qu'ils mettent en place depuis des dizaines d'années dans ce pays-là. Et au bout d'un moment, comme vous le dites à juste titre, qu'est-ce qu'ils attendent pour changer les choses? Et ils n'ont pas envie fondamentalement de changer les choses. On espère que vous aurez justice pour Théo. Du fond du cœur, on espère, parce que quand vous aurez justice, on aura justice. Mais il y a tellement eu d'affaires avant où on a dû ravaler la justice intérieurement, et on peut vous donner des dizaines d'affaires de gens qui ont travaillé là-dessus. Donc, fondamentalement, cet appel à être présent le 19 mars, c'est pas simplement le 19 mars. C'est pour dire, on va manifester, on va vous montrer ce que c'est que la France qui lutte, la France qui veut se voir dans un miroir de manière digne, celle qui vient des quartiers populaires, ce que vous appelez le sous-peuple ou les sous-citoyens, les sous-humains d'un certain point de vue. Eh bien, on va leur dire que nous, on est humains malgré ce que vous voulez calquer sur notre propre vie. On est humain parce qu'on va porter des pancartes. On est humain parce qu'on va parler. On est humain parce qu'on va se montrer dans l'espace. Et on est humain parce qu'on va continuer à exister même après le 19 mars. Vous voterez en 2017, certes, mais on sait que très bien dans nos quartiers, les choses vont continuer de manière aussi difficile. Et donc cette idée de s'inscrire dans le temps, c'est dire simplement, vous ne la ferez pas à l'envers une autre fois de plus. On sera toujours présent de manière continue. Et ça, ce 19 mars, il s'inscrit là-dedans. Et très honnêtement, par rapport à tous les présidentiables potentiels, tous ceux qui aujourd'hui se mordent entre eux, se donnent des coups de coude, qui continuent, il n'y a aucun problème. Nous, on sait que dans les quartiers populaires, mais même dans la ruralité, parce qu'il faut penser aux zones rurales, il y a des violences extrêmement importantes et on doit à un moment donné tous se retrouver ensemble, y compris pour penser à un autre projet de société, à égalité de droits, à égalité de dignité. C'est ça qui s'inscrit dans le 19 mars.
pour moi, ce 19 mars, c'est une date importante. C'est une date pour dire qu'on va continuer à rester debout, digne. Et comme l'a dit Kerry James, le combat commence. Et on ne va pas se faire avoir. Et je fais un appel à François Hollande, très clairement, si depuis 5 ans, nous, familles de victimes, qui avons sollicité ce gouvernement parce qu'on a perdu un proche à la suite d'une opération policière, eh ben, je voudrais lui faire un appel là. Vous vous êtes rendu au chevet de Théo, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vous a touché. Donc à la fin de votre mandat, faites un geste fort. Parce que là, aujourd'hui, les chiffres qui ont été recensés, c'est 15 morts par an tués entre les mains de la police. Recensés par qui? Par la CAT, l'Action chrétienne qui lutte pour l'abolition de la torture. Et on a très peur. Nous, familles de victimes, on a très peur parce qu'on sait que les chiffres vont se multiplier et que cette violence, ça va se multiplier et qu'on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu si cette loi n'est pas abrogée. Donc vraiment, j'invite tout le monde à signer la pétition. On a déjà récolté plus de 40 000 signatures, donc il faut continuer à la signer. Ça s'appelle #non au permis de tuer. Et je vous dis, si cette loi elle reste, on ne sait pas qui sera là, qui sera élu aux prochaines élections. En tous les cas, nos petits frères risquent leur vie et peut-être qu'on aura aussi cette responsabilité si on ne fait rien aujourd'hui. Quant à vous, Olivier Lecourt-Grandmaison, vous êtes également signataire de la marche. Vous marcherez certainement le 19 mars, peut-être. Assurément. Assurément. Évidemment. Et j'imagine que donc vous avez aussi des attentes vis-à-vis de cette mobilisation. Je suis d'accord sur le fait que les initiateurs de la marche et ceux qui vont marcher n'ont pas à se faire dicter leur agenda politique. C'est clair. Il y a eu des mobilisations avant. Hélas, il y en aura sans doute après. Par contre, je pense qu'il faut se saisir des élections présidentielles, non pas seulement pour s'attaquer aux effets. Là, la justice doit passer, et celles et ceux, ou ceux plus exactement qui ont commis ces actes, doivent être effectivement condamnés. Mais je pense, et là vous avez parfaitement raison, il faut s'attaquer aux causes structurelles, juridiques, politiques, qui font que, effectivement, dans ce pays, des policiers peuvent impunément, dans les quartiers populaires, maltraiter, taper, tuer, torturer. Et donc, s'attaquer aux causes, ça veut dire, aux causes politiques et juridiques, ça veut dire effectivement refuser la loi qui a été votée, mais aussi interpeller, me semble-t-il, l'ensemble des candidats pour leur demander de prendre très précisément position sur qu'est-ce qu'ils comptent faire si jamais ils sont élus et qu'est-ce que d'ores et déjà ils comptent faire s'ils sont dans l'opposition pour faire en sorte que ce qui s'est passé dans les quartiers populaires ces derniers temps ne se reproduise pas. Autrement dit, contrairement à ce qui a été fait par cette majorité, qui n'a cessé, faut-il le rappeler, de céder devant les revendications du pouvoir policier et des policiers qui sont descendus dans la rue, eux, en plein état d'urgence, à 2 pas du ministère de l'Intérieur, faut-il le rappeler, à 2 pas de l'Élysée, sans que personne n'intervienne. Contre cela, il faut réaffirmer absolument, me semble-t-il, le fait qu'il faut modifier et la loi et les pratiques et faire en sorte que, comme cela a été fait dans d'autres pays, des dispositions particulières soient faites. Je pense en particulier à ce qui a été fait, entre autres, en Angleterre. En Angleterre, faut-il le rappeler, 2 morts seulement par la faute des forces de l'ordre, et on peut faire un choix de société, soit on s'engage vers ça, soit c'est éventuellement un autre choix de société, c'est le choix de société qui a été fait aux États-Unis, où là le permis de tuer fait des milliers de victimes par an. Et donc je pense qu'il est absolument impératif et nécessaire d'interpeller les candidats sur ces affaires, encore une fois, parce qu'il ne suffit pas de s'attaquer aux effets, il faut aussi maintenant chercher à s'attaquer aux causes, et ces causes, elles sont à la fois structurelles, politiques et juridiques.